Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau shiur et pour la reprise d'Ilchot Tarat HaMishpachas dans le programme Tara Express. Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler d'un cours un peu particulier donc, qui concerne déjà donc, le mikvé. Donc, c'est vrai que le mikvé, c'est une assez grande étape. Donc, grâce à Dieu, dans les précédentes semaines, nous avons discuté de toutes les lois qui concernent déjà la circonstance durant la famille d'A. Mais aussi donc comment la femme commence à se purifier à travers les Shivanikim, les Sektara. On a parlé aussi des conduites des Achakot. Et donc là, Bezrat Hashem, on va parler plus du mikvé et surtout, on va parler donc de ce qu'il y a autour donc, de l'acte conjugal par rapport à la vision de la Torah, à la vision de la Halacha. Alors déjà, on va dédier ce shiur pour la Yelun Neshama, la Tara Bat Avraham et chez Balul Chaim Tovim Marukim, pour Rav Shlomo Chaim Bonan et pour Rav David Ben Chetrit, pour les enfants et les petits-enfants. Bezrat Hashem, Atzlacha dans tous les domaines. Et comme d'habitude, comme beaucoup de vous l'ont déjà fait, si vous avez des questions, donc évidemment, vous pouvez donc noter ce numéro et Bezrat Hashem, prendre contact à travers WhatsApp et Bezrat Hashem, on essaiera de répondre à toutes les questions. Très bien. Donc, ce shiur, comme on l'a dit, va parler de la Tvila. Donc, la Tvila, ça veut dire en vérité l'immersion, la Tvila dans le mikvé. Mais aussi donc de tout ce qui est autour donc, de Piriaverivia, c'est-à-dire de procréer, donc d'amener des nouvelles âmes dans ce monde-ci à travers donc l'acte conjugal, mais aussi donc tout ce qui est relié avec l'acte conjugal en soi. Alors évidemment, on ne va pas tout détailler parce que finalement, c'est des halakhot qui sont propres à elles-mêmes, mais Bezrat Hashem, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà appris ces halakhot-là. Si vraiment c'est important qu'on détaille ces halakhot dans les détails, on pourra peut-être fixer un autre cours pour ça. Évidemment, on ne pourra pas le faire, on pourra pas le mettre en ligne, évidemment. Mais en tout cas, pour l'instant, on va plus parler donc on va dire, entre guillemets, du devoir, mais aussi donc de ce qu'il y a autour de l'ambiance et de l'esprit qu'il y a autour de cette mitzvah-là. Alors déjà, pour commencer, on va parler du jour de la Tvila. Alors, on sait très bien qu'au jour de la Tvila, donc là, en vérité, on est où dans le compte donc et en vérité du processus, on peut appeler ça comme ça, de la femme Nida. C'est en vérité, on est là, septième jour des Shiva Nekiim. Comme on l'a mentionné plusieurs fois, nous avons donc les 5 jours de saignement minimum donc, que la femme doit passer, suite à quoi elle peut faire le Hefsek Tahara. Le lendemain, elle commence donc les Shiva Nekiim, donc les 7 jours de netteté. Et ensuite, elle compte donc les 7 jours. Dans les 7 jours, chaque jour, elle va devoir faire 2 bdikot. Donc ça, je fais un petit résumé dans ce qu'on a parlé dans les précédents cours. Et ensuite, donc, elle va, au bout du 7e jour, au soir, elle va commencer donc à se préparer pour faire finalement, pour arriver à la Tvila, donc au mikvé, et donc pour être permise à nouveau à son mari. Et donc là, on va mentionner quelques points brièvement et des choses qui sont importantes quand même pour le jour de la Tvila. Alors, premièrement, évidemment, c'est de manière générale, c'est la tranquillité. C'est-à-dire quoi la tranquillité? Tranquillité, c'est que finalement, on sait très bien que la préparation pour aller au mikvé, c'est quelque chose qui est très, on peut même dire stressant quelque part. Pour d'autres personnes qui arrivent à avoir un plus grand contrôle, évidemment, c'est peut-être un petit peu moins, mais il faut quand même faire attention à tellement de détails que finalement, c'est vraiment pas évident pour tout le monde. Et c'est pourquoi, évidemment, il faut absolument avoir la tranquillité. Pourquoi? Parce que si jamais on rate une étape dans la préparation au mikvé, comme on sait très bien, enfin, comme je l'ai dit, on pourra dédier un cours uniquement pour ça. Mais en tout cas, il faut évidemment enlever chaque saleté, chaque substance qui pourrait donc interférer entre les os du mikvé et le corps. Il faut retirer les bijoux, etc. Bien faire attention que les ongles sont bien coupés et propres, s'il n'y a pas de peau, etc. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est très, très appliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il faut déjà vraiment travailler sur la tranquillité. Et donc, forcément, que monsieur aussi coopère et fait son maximum pour que madame puisse se tremper comme il faut. Évidemment aussi, il faut choisir son mikvé. Et juste après, on va un petit peu expliquer c'est quoi un mikvé et comment le choisir. D'accord? Donc, dans quelques instants. Il faut aussi donc faire attention de ne pas avoir de contact avec une substance qui constitue une khatitsa. Alors de quoi on parle? Alors évidemment, une fois qu'on s'est déjà préparé, ça c'est évident qu'on ne doit pas toucher quelque chose qui a des khatitsa. Ça veut dire quoi? Une personne qui s'est déjà brossé les dents, qui essaie de passer un fil dentaire pour retirer toute chose qui aurait pu être coincée entre les dents, c'est évident qu'elle ne va pas commencer à manger. Parce que si elle mange, donc à ce moment-là, elle va devoir donc se relaver les dents et refaire attention à tout ce qu'elle a fait attention avant. Pareillement aussi, si jamais donc elle s'est déjà tout préparé, elle a fait la khafifa. Khafifa, c'est finalement donc cette préparation avant le mikvé. Elle va commencer ensuite à toucher toutes sortes de pâtes à modeler, de pâtes, par exemple, elle veut pétrir une pâte, etc. C'est pas possible parce que finalement,
il y a de la pâte qui va lui couler entre les doigts, dans les ongles, etc. Et donc, ça va tout remettre en jeu. Et pas seulement ça, même durant la journée donc de la préparation, c'est-à-dire depuis le matin, la femme doit faire attention à ce qu'elle mange, à ce qu'elle fait. Parce que si elle mange quelque chose qui pourrait coincer entre les dents, on va donner un exemple, des pop-corn ou bien un morceau de viande, etc., ça coince, il faut faire attention parce que finalement, elles pourront ensuite avoir plus du mal à le retirer et forcément ensuite donc mettre en point d'interrogation donc la préparation et forcément aussi le mikvé. Et évidemment aussi, je sais faire attention, c'est la tsniout. C'est quoi la tsniout? Là, on parle de la tsniout parce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch que lorsqu'une femme se trompe, personne ne doit savoir, personne ne doit être au courant, évidemment par son mari. Évidemment, peut-être s'il y a d'autres personnes, peut-être que le médecin, des fois, doit être au courant. Par exemple, après un accouchement, d'accord, 1 mois et demi, 2 mois après l'accouchement, la femme se trompe au mikvé pour être à nouveau permis à son mari. Donc, forcément, là, le médecin va savoir, ça, c'est pas grave. Le rave, des fois, il sait, parce que des fois, il y a des questions d'halakha, ça, c'est pas grave. Mais de manière générale, personne ne doit savoir à part ces gens-là, proches, évidemment pas les enfants, et non plus ni donc la famille, ni les mamans, ni la belle-maman, personne ne doit être au courant. Et c'est pour ça que des fois, c'est un petit peu, on va dire, mission impossible, comme ça, d'essayer de mettre ça en place. Des fois, on a invité, des fois, le mikvé tombe pendant Shabbat, et on a invité chez les beaux-parents, par exemple, et à ce moment, la belle-mère regarde tout exactement, pourquoi elle n'est pas maquillée, pourquoi elle est ici, pourquoi elle est ça, pourquoi elle est stressée, pourquoi elle est venue en retard pour le kiddush, etc. Donc, il faut vraiment faire attention quand même, malgré tout, à essayer donc de garder le maximum de sniout possible. Et parallèlement à ça, les gens qui sont autour, il faut qu'ils soient aussi un petit peu plus, on va dire, futés pour essayer d'être assez intelligents pour ne pas poser trop de questions. OK. Maintenant, donc, c'est un sujet, comme j'ai dit, qu'on ne va pas forcément en parler aujourd'hui, c'est la Khafifa, c'est un sujet très important. C'est toute la préparation du mikvé en soi. Ça veut dire comment se couper les ongles, ou nettoyer, comment brosser, quand faire, etc., etc. Comme on l'a dit, si une personne est intéressée, parce que comme il y a aussi une grande partie de ce cours qui regarde, ce sont des hommes aussi, donc je me suis dit peut-être que finalement, on va pouvoir dédier uniquement une cours pour femmes. Donc, si vous êtes intéressé, il faut prendre contact avec moi et on pourra donc mettre un cours comme ça en place. Mais pour l'instant, on va déjà parler du mikvé. Donc, déjà, comment choisir son mikvé? Lorsqu'on choisit un mikvé, il faut savoir que pas tous les mikvés sont cachers. Et il faut voir 2 points. Déjà, premier point, est-ce que le mikvé a été construit donc comme il faut, c'est-à-dire selon les lois? Donc, ça, évidemment, vous ne pouvez pas savoir. Mais deuxièmement aussi, est-ce qu'il est sur surveillance rabbinique? S'il est sur surveillance rabbinique, forcément, c'est qu'il a aussi le premier point. Parce que ça veut dire quoi? Lorsqu'on construit un mikvé, il y a énormément d'halachot qu'on doit savoir. Et forcément, il n'y a pas simplement les halachot pour construire le mikvé, il y a aussi énormément d'halachot pour pouvoir maintenir le mikvé en place, pour pouvoir faire le maintien du mikvé. Des fois, le mikvé peut être caché parfaitement, mais la personne qui s'occupe du mikvé, il n'est pas assez compétent pour pouvoir donc vraiment entretenir le mikvé, pour maintenir le mikvé, et il peut tout simplement rentrer pas sous le mikvé. Alors évidemment, même s'il n'a rien cassé, même s'il n'a pas cassé, il n'a pas fait de trou dans le bain, il n'a rien fait, mais des fois, de la manière dont il remplit l'eau, par exemple, il peut rentrer pas sous le mikvé, il prend le mikvé non caché. Et donc, c'est pour ça, c'est très, très important que, le mikvé soit construit selon les lois on sait, comme je viens de vous le dire, vous ne pouvez pas le savoir. Mais comment vous pouvez le savoir s'il y a aussi le mikvé qui est sous surveillance. Donc, lorsque vous avez un mikvé, si c'est un mikvé que vous connaissez, alors déjà, il faut peut-être demander une fois, voir exactement qui supervise le mikvé, qui de temps en temps fait un petit tour pour voir si le mikvé est cachère, et comme ça, vous êtes tranquille. Mais à plus forte raison, si c'est un endroit que vous ne connaissez pas et vous voulez le trouver dans un nouvel endroit, renseignez-vous quand même pour savoir qui supervise le mikvé, est-ce que c'est un raf que vous connaissez, est-ce que c'est un raf compétent, etc., etc. Ça, c'est un premier détail à savoir. Juste après, on va aussi parler de quelles sont les différentes chitotes, les différents donc, avis concernant la construction du mikvé. Mais avant ça, on va quand même parler de quand se trempe au mikvé dans des moments un petit peu particuliers. Alors déjà, hein, de manière générale, la préparation au mikvé qui s'appelle la khafifa, elle se fait donc vraiment le plus proche possible du mikvé, forcément, parce qu'il faut absolument maintenir donc tout entre guillemets propre, mais aussi littéralement propre, étant donné qu'on serait peut-être amené à toucher toutes sortes de choses. Donc évidemment, il faut la faire la plus proche possible de la nuit. Mais d'un autre côté, donc on ne va pas trop la devancer, mais d'un autre côté aussi, on ne va pas le faire la nuit même, car l'idéal serait donc de commencer la préparation avant la tombée de la nuit du 7e jour. D'accord? Donc, juste avant la tombée de la nuit, la femme peut commencer à faire la préparation et doit commencer à faire la préparation et essayer de faire les choses les plus importantes, comme par exemple déjà couper les ongles,
et vraiment des choses qui sont vraiment un problème pour la Tvila. Et comme ça, elle pourra continuer jusqu'à arriver au moment du mikvé où là, elle pourra aller au mikvé. Alors, il y a les femmes qui se préparent chez elles à la maison et en arrivant au mikvé, elles font une douche, elles vérifient encore pour voir qu'il n'y a rien n'était oublié. Mais des fois, il y a des femmes qui préfèrent donc se préparer au mikvé dans l'établissement du mikvé. Et donc là, évidemment, il va falloir donc se préparer comme il faut. Si une femme, comme on l'a dit, étant donné que c'est idéal de se préparer commencer avant le coucher du soleil. Et la femme, si on parle d'une femme qui souhaiterait se préparer au mikvé, et par exemple, dans les créneaux horaires, ça ne correspond pas donc à la balanite, par exemple, à celle qui supervise le mikvé, d'accueillir la femme avant le coucher du soleil. Alors, ce qu'elle peut faire, la femme, c'est de commencer à se préparer, comme on l'a dit. Par exemple, elle peut couper les ongles, elle peut commencer à se brosser les cheveux, etc. De manière à ce qu'on commence dès la préparation, même si concrètement, ensuite, elle continuera la préparation dans l'établissement du mikvé. Un détail qui est très important pour la préparation, évidemment, c'est le iyun. Iyun, c'est quoi? C'est une fois la femme s'est bien lavée, s'est bien nettoyée. Alors à ce moment-là, elle doit faire un iyun, ça veut dire regarder, vérifier, donc que rien n'a été oublié. Ça fait vraiment partie de la préparation même. D'accord? Le iyun, c'est vraiment très, très important, indispensable. C'est vrai que la balagnite aussi va faire un iyun, mais souvent, les balagnotes font ça un petit peu à la va-vite, ou bien des fois, il y a des fois, elles vérifient par exemple sous un pied, pas sous l'autre, etc. La femme, elle, doit vraiment faire attention de faire le iyun elle-même avant que la balagnite le fasse, de manière à ce de certifier que tout a été fait comme il faut. OK. Deuxième point, évidemment, c'est ensuite l'immersion. Comme on l'a dit, tout ce qui est lié avec choisir le mikvé, mais aussi comment se tremper. Alors, quand on parle d'immersion et de villa, évidemment, il y a plusieurs points qu'il faut faire attention. Déjà, premièrement, à part donc de renlever toutes les substances qui pourraient interférer entre le corps et l'eau, il y a aussi des choses qu'on n'y pense pas trop, par exemple. Une femme qui a les cheveux très longs, alors lorsqu'elle va se tremper au mikvé, forcément, les cheveux vont monter à la surface. Alors évidemment, on ne parle pas de plongée sous-marine, donc le mikvé n'est pas aussi profond que ça. Donc forcément, une femme qui a les cheveux longs, ça va être un peu difficile pour elle donc de bien se tremper. Donc c'est pour ça que la balaïne doit faire spécialement attention et la femme aussi doit faire attention. D'accord? C'est pour ça qu'il y a aussi des femmes qui préfèrent un peu avoir les cheveux un peu plus courts pour pouvoir donc se tremper tranquillement. Mais c'est vrai que les femmes qui ont les cheveux longs, il faut faire particulièrement attention. Ensuite, lorsqu'on parle d'immersion aussi, donc de villa, il y a aussi donc la bracha qu'on va faire. Donc chacun selon son minag. Il y en a qui font en dehors du mikvé, il y en a qui font dans le mikvé même en mettant les mains entre donc, le cœur et la partie inférieure du corps pour faire comme un genre de séparation. D'accord? Donc chacun en fonction de cette villa. Mais évidemment, le point commun entre tout le monde, c'est que c'est évident que c'est une grande mitzvah. D'accord? C'est vrai que même chez les hommes, il y a un mikvé. Il y a des hommes des chassidim se trempent au mikvé tous les jours, mais ça ne ressemble pas à la femme parce que la femme, c'est vraiment une obligation de la Torah de se tremper. Et donc, c'est une mitzvah propice. Il faut savoir que lorsque la femme se trempe, imaginez-vous que finalement, c'est comme si on ouvrait la porte de pureté pour toutes les générations. Parce qu'il pourrait qu'un enfant va naître de cette relation. Il pourra ensuite avoir toutes sortes de choses, même si un enfant n'est pas la relation. Mais lorsqu'on a une relation, il y a une neshama qui descend de cette relation. Donc forcément, tout ça vient grâce au mikvé et grâce à la force et à la pureté que le mikvé apporte à la personne. Et c'est pour ça que finalement, c'est un moment qui est propice. C'est pour ça que beaucoup de gens prient avant d'aller au mikvé. Il y en a même qui prient lorsqu'ils sont dans le mikvé, parce que c'est vraiment un moment propice qu'il faut donc préserver et essayer d'en profiter. Maintenant, journée ou huitième jour, qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'on a le droit de se tremper en journée? Alors, c'est évidemment que non, on s'est interdit de se tremper en journée. Mais c'est vrai que dans des cas hyper extrêmes, il y a des fois des situations où la femme peut se tremper en journée, mais pas le septième jour, le huitième jour. Un exemple que beaucoup de vous, que tout le monde connaît finalement, c'est celui du corona, celui du Covid. C'est qu'il y avait tout simplement un couvre-feu. Et des fois, des femmes qui ne pouvaient pas se tromper parce qu'il y avait un couvre-feu. Des fois, pas toujours. Ils réussissaient à avoir des passes pour pouvoir sortir. Donc, c'est un cas. Ou même, par exemple, des fois, il y a des émeutes. Par exemple, ici, j'habite à Lourdes en ce moment. Donc, par exemple, quelques mois, il y avait des émeutes ici. Et les femmes avaient peur de sortir dans la rue. Le soir, c'est très dangereux. Donc, dans certaines conditions, donc, il y a des rabbinim, et évidemment, il faut demander uniquement à un rab parce que personne ne peut décider lui-même, pourrait permettre à la femme de se tremper le huitième en journée. Mais c'est vraiment dans des cas très rares et un peu poussés. Mais il faut savoir que des fois, ça existe. D'accord? Donc, lorsque tout va bien, même si la femme a raté cette vie-là, son mikvé le septième jour au soir, elle ne pourra pas se tremper le huitième jour durant la journée, durant le jour. Parce que finalement, c'est pas, on se trempe uniquement le soir. Mais il y a des cas un petit peu vraiment poussés que des fois, le huitième jour, pas le septième jour, le huitième jour, on peut se tremper aussi le jour, mais ça, c'est des cas extrêmes. Mais sachez que ça existe, que si jamais il y a le besoin, on peut toujours demander à un rab pour demander son avis. Alors, est-ce qu'on peut repousser son IGV? C'est une question qui revient très souvent. Alors, pourquoi ça revient très souvent? Parce que des fois, tout simplement, ça peut tomber Shabbat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va marcher.
C'est un peu loin des fois. Ou bien, tout simplement, il y a un mariage. Alors quoi, je vais en plein milieu du mariage, je vais sortir. C'est le mariage de ma sœur, je vais sortir et je vais revenir, se maquiller, etc. C'est compliqué. D'accord? Donc, on a toutes sortes de cas qui reviennent concernant repousser un mikvé. Il faut savoir que repousser un mikvé, ce n'est pas du tout évident. Parce que c'est une très très grande mitzvah de se tremper au mikvé d'Afka en son temps, c'est-à-dire spécialement dans le temps qu'Akadosh Baruch Hu a fixé. Des fois, c'est vraiment que c'est pas très à l'aise, des fois c'est vendredi soir, mais il faut s'organiser pour essayer de sortir. Si c'est un jeune couple, même des fois, aller peut-être chez les parents, chez les beaux-parents, peut-être qu'il y a un mikvé qui est plus proche, même des fois quitte à prendre l'hôtel, mais vraiment essayer de faire le maximum pour essayer de se tremper au mikvé en son temps. D'accord? Donc, certaines circonstances où oui, on peut repousser le mikvé, mais évidemment, ça se demande uniquement lorsqu'un arabe le permet. Donc, c'est pour ça que si jamais vous avez une question pareille, vous devez repousser le mikvé pour une raison ou pour une autre, vraiment appeler un arabe pour essayer de se concerter pour savoir est-ce que oui ou non, vous avez le droit de le faire, et si oui, comment le faire. D'accord? Il y a plusieurs conditions à cela. Maintenant, comme on va le voir bientôt, on sait très bien qu'il y a plusieurs chitotes, il y a plusieurs avis concernant le mikvé. Et un des mikvés qu'on construit, qui aujourd'hui qui est un des plus courants, c'est le mikvé Chabad. Le mikvé Chabad, c'est un mikvé qu'on va les montrer juste après dans le schéma, qui est construit un petit peu particulier. Et beaucoup de gens préfèrent se tremper dans un mikvé Chabad parce que toutes les chitotes accordent et admettent ce mikvé-là. Mais maintenant, une femme, par exemple, qui arrive un vendredi soir, elle a un mikvé à côté d'elle qui n'est pas Chabad, et elle voudrait donc repousser son mikvé pour aller après dans un mikvé qui est Chabad. Par exemple, il y a un mikvé Chabad qui est plus loin, elle ne peut pas aller à pied, elle peut aller qu'en voiture. C'est Shabbat, donc elle souhaite repousser le mikvé vendredi soir pour pouvoir donc aller à un mikvé Chabad. Alors la réponse est non, on ne repousse pas un mikvé pour aller dans un mikvé Chabad. Encore une autre question. D'accord, une femme que le mari est parti, en voyage. Et donc le mari, il est parti en voyage, par exemple, il ne va pas revenir au jour de la Tvila, d'accord? Donc, est-ce que la femme doit se tremper, oui ou non? Ou bien le contraire, c'est la femme qui a voyagé. Et concrètement, donc le mari n'est pas avec elle, et donc elle ne va pas avoir de relation ce soir-là. Donc, est-ce qu'elle doit repousser le mikvé ou pas, ou bien elle ne doit pas repousser son mikvé? La réponse est que ça dépend. Elle va rencontrer son mari durant la journée, par exemple, que son mari, par exemple, elle doit voir, par exemple, son mikvé doit être mercredi soir, et elle va voir son mari jeudi durant la journée, alors, si elle pense, alors, c'est mieux qu'elle se trempe au mikvé, d'accord? Surtout s'il y a un risque qu'ils viennent à se toucher, qu'ils viennent à s'embrasser, etc. Donc, on ne peut pas rentrer dans des problèmes comme ça, il vaut mieux qu'elle se trempe au mikvé. Mais sinon, si elle va vraiment plusieurs jours, elle ne va pas se rencontrer son mari, ou bien elle va rencontrer son mari que après le soir du lendemain, alors à ce moment-là, il vaut mieux qu'elle repousse son mikvé de manière à ce que vraiment ça soit vraiment en rapport et lié avec le retrouvailles avec son mari. Alors maintenant, lorsque la femme se trompe au mikvé et que le mari n'est pas avec elle le soir du mikvé, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, il y a plusieurs choses, étant donné que là, on dit qu'il y a vraiment comme un peu un rouhara qui peut vraiment un petit peu, on va dire un esprit comme ça qui n'est pas forcément bien pour la femme si elle n'est pas avec son mari le soir du mikvé. Alors c'est pour ça ce qui est recommandé dans les Sfarim. Alors, certains disent qu'elle doit mettre un télim, dormir avec un télim sous le coussin. D'autres qui disent qu'elle doit dormir avec un couteau sous le coussin ou sous le matelas pour ne pas se blesser. Certains disent que c'est bien qu'elle dorme avec un vêtement de son mari. D'accord? Donc, si on parle d'un cas où la femme s'est trempée au mikvé, mais elle ne peut pas être avec son mari le soir. Par exemple, le mari n'est pas avec elle, ne dort pas avec elle. Il est parti en voyage ou autre part. Alors à ce moment-là, comme on l'a dit, si elle doit se tremper, ou bien qu'elle s'est trempée, ce qu'elle fera, c'est qu'elle mettra quelque chose de son mari avec elle, un vêtement, ou bien un télim, ou bien un couteau sous le matelas. D'accord? Parce que dans les Sfarim, c'est recommandé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait durant les jours un peu particuliers? Alors, on a le 9 Av, Tisha B'Av. On sait très bien qu'on porte le deuil sur l'institution du temple. C'est un jour de jeûne, c'est un jour où on ne se lave pas, etc. On a Kippour, évidemment. On a le Haleinu aussi lorsqu'une personne est dans les Shiva, donc en deuil, d'accord, dans les 7 jours de deuil. Il y a aussi Nitel. Nitel, c'est le 25 décembre. C'est le jour où on dit qu'il y a un mauvais esprit dans le monde. Donc, est-ce que ces jours-là, on doit se rendre au mikvé? Alors, la réponse, elle est que le 9 Av, le Kippour, et pendant les Shiva, pendant la semaine de deuil, une femme ne peut pas se tremper au mikvé. Elle doit repousser ça au lendemain. Donc, au lendemain pour Kippour, au lendemain pour Tisha B'Av. Quand on dit lendemain, ça veut dire à la sortie du Tisha B'Av ou à la sortie du jour de Kippour, d'accord? Ou bien à la fin du jour de la semaine de deuil. Et les Nitel, par rapport au 25 décembre, elle peut se tremper au mikvé. Il n'y a pas de souci. Si c'est la ley de la Villa, elle peut se tremper au mikvé. Alors maintenant, comment choisir son mikvé? Alors, on avait déjà dit juste avant que nous avons donc
deux choses à vérifier. Déjà, un, est-ce qu'il a été construit conformément à la halakha? Et deuxièmement aussi, est-ce qu'il est supervisé? Est-ce qu'il est surveillé par un rabbinat, par un rave qui va surveiller le mikvé pour certifier qu'il est bien caché? Alors ça, c'est bien. Ma question, c'est comment choisir son mikvé? Quel mikvé choisir? Quel mikvé choisir? Parce que finalement, on a plusieurs shittot, nous avons plusieurs opinions pour savoir comment construire un mikvé. Alors là, brièvement, on va parler d'un schéma. Mais d'avant ça, évidemment, une baignoire ne peut pas être cachère pour se tremper un mikvé. D'accord? Donc, ça peut être même de l'eau de pluie. Et étant donné qu'une baignoire, c'est considéré comme un ustensile, comme un réceptacle, donc un keli, ça ne peut pas être cachère pour se tremper dedans au mikvé. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de se tremper dedans, tout simplement. Pareillement aussi pour une piscine. Même si c'est la piscine, même si c'est de l'eau naturelle, etc., on ne peut pas se tremper dedans. Parce qu'il y a plein d'autres problèmes dans une piscine. Il y a Maïm Zochalin, il y a Sheovin, il y a plein d'autres problèmes qui sont liés à la piscine, qui rendent que la piscine ne peut pas être cachère pour tremper au mikvé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas, il n'y a aucun moyen de le rendre cachère, mais concrètement, toute piscine normale, ordinaire, n'est pas cachère pour se tremper au mikvé. Maintenant, donc, on va brièvement, parce qu'on ne va pas trop compliquer, mais on va quand même citer brièvement comment fonctionne un mikvé, pour un petit peu comprendre. On va dire pour un petit peu enrichir les connaissances. Donc, déjà, premièrement, comment marche un mikvé? Donc, nous avons ici, vous voyez ici donc l'escalier qui descend. C'est l'escalier dans lequel finalement on se trempe. Donc, d'accord, que la femme ou dans le mikvé des hommes, les hommes se trempent. D'accord? Donc, nous avons ici, donc ça c'est le bain du mikvé en soi. Mais si vous faites attention dans les mikvéot, vous voyez qu'il y avait il y a des trous. Vous voyez ici, avec la souris, il y a des trous dans les parois du mikvé. Pourquoi il y a des trous dans les parois du mikvé? Parce qu'en réalité, le mikvé est connecté à une réserve de pluie. Et là, en vérité, tout le débat, parce que c'est obligé, on est obligé de se tremper dans de l'eau de pluie ou bien dans de l'eau qui est connectée à l'eau de pluie. Mais tout le débat maintenant, c'est de savoir où est située la réserve de pluie, pardon. Et donc, je ne vais pas vraiment évidemment détailler, mais brièvement, je vais montrer les différents chitotes, moi, très brièvement. Donc déjà, ici, vous voyez ici, donc, je vais marquer l'eau. Donc là, c'est l'eau du robinet qui descend ici, qui passe par une certaine ça s'appelle, c'est vraiment un conduit particulier dans lequel va se déverser dans le mikvé. Mais ensuite, il faut que cette eau-là soit connectée à l'eau de pluie. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a ici un tuyau ici qui descend du plafond, qui descend du toit, qui amène l'eau de pluie qui a été accumulée sur le toit. Et ensuite, cette eau de pluie-là va tomber dans le réservoir de pluie. Parallèlement à ça, on a donc l'eau qui est tombée dans le réservoir du mikvé. Et là aussi, nous avons un trou dans la paroi. D'accord? Donc un trou avec donc un certain diamètre, qui va connecter en vérité l'eau de la pluie et l'eau du mikvé. Ça s'appelle embrasser. Pourquoi ça s'appelle embrasser? Ça s'appelle borachaka. C'est comme l'eau de pluie et l'eau du mikvé, les deux vont s'embrasser ensemble, ça va faire comme si c'était connecté. Et la connexion fait en sorte que finalement, l'eau du pluie est cachère. Donc ici, on a uniquement un borachaka, c'est-à-dire uniquement donc, une connexion entre les deux. Donc là, vous pouvez le voir aussi de profil. Vous avez ici l'eau du mikvé, vous avez donc l'eau de pluie, et là, vous avez un trou qui conduit, vous avez comme petit conduit, donc qui va donc lier le mikvé et les eaux de pluie, et c'est ça qui va rendre le mikvé cachère. Ok. Maintenant, on a Borzria. C'est quoi Borzria? C'est une deuxième façon de le faire. C'est en vérité toute l'eau, même l'eau du robinet qui passe encore par un conduit et l'eau de pluie vont venir se déverser. Donc, il y a l'eau de pluie qui est là, qui va se déverser dans le réservoir. On a l'eau de pluie qui va se déverser aussi dans le réservoir de pluie. Donc, l'eau de pluie dans l'eau de pluie, évidemment. L'eau du robinet aussi dans le réservoir de pluie, mais ça va déborder à travers donc, le conduit qui a donc le trou qui a été fait dans les parois du mikvé et qui va venir se déverser dans le bassin du mikvé en soi. Et c'est ça finalement qui va permettre à la personne de se tremper dans le mikvé. D'accord? Donc, premier, c'était uniquement une connexion. Et là, on voit que l'eau finalement va venir se déverser dans la réserve de pluie. Et c'est ça, en débordant, qui va rentrer dans le mikvé. Et là, encore une fois, très rapidement, on a ici les deux en même temps. Parce qu'en vérité, il y a le rivage, et selon ça, beaucoup de Rishonim, de possible qu'on écrit qu'on doit essayer de faire en sorte que le mikvé soit caché d'après toutes les chitotes. Et donc là, on a un mikvé, on a les deux en même temps. On a deux bassins de réserve de pluie. Une réserve de pluie qui fait uniquement un chakra, qui embrasse, qui est connecté avec l'eau du mikvé en soi. Et on a aussi le borzria. Donc là, ça se déverse, l'eau se déverse dans la réserve de pluie et donc déborde dans le bassin du mikvé.
ce qui fait en sorte que nous avons, encore une fois, donc, les deux bassins de pluie qui vont se connecter et qui vont donc se déverser dans le même bassin dans lequel on se trempe. Maintenant, il y a le mikvé Chabad, ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est quoi le mikvé Chabad? C'est qu'en vérité, l'eau de pluie se trouve en dessous le mikvé. D'accord? En vérité, on a ici l'eau de pluie. Avant qu'on remplisse l'eau, on fait remplir donc de l'eau de pluie qui va venir tomber et remplir le réservoir qui se trouve en dessous du mikvé. C'est pour ça que quand vous allez au mikvé Chabad, regardez en dessous, regardez en bas, vous allez voir qu'il y a des trous sous le sol. D'accord? S'il n'y a pas de trou sous le sol, c'est que ce n'est pas un mikvé Chabad, tout simplement. Alors, des fois, ils cachent des trous en dessous de l'escalier, etc. On peut toujours demander. Mais pourquoi c'est la meilleure chita? Parce que finalement, il y a un problème finalement, lorsqu'il y a les eaux de pluie et les eaux finalement, du mikvé se mélangent, donc au bout d'un moment, c'est un problème. Donc, lorsqu'une personne se trempe et le trou est au même niveau, ça fait en sorte que, cet ajustement-là fait en sorte que les eaux passent d'un côté à un autre. Et forcément, au bout d'un moment, les eaux se mélangent trop et le mikvé n'est plus cachère. Tandis que lorsque l'eau du pluie est en bas et les températures sont différentes, alors à ce moment-là, étant donné qu'il n'y a pas de va-et-vient, parce que forcément, il n'y a rien qui fait bouger réellement les eaux du mikvé d'en dessous, forcément, il n'y a pas donc de problème que les mikvés vont se mélanger. Et automatiquement, c'est une des points les plus importants dans ce mikvé-là et qui finalement qui le rend le plus méoudar, qui le rend le plus cachère. Ok. Donc ça, c'était un petit peu, donc, brièvement, c'est quoi la différence entre le mikvé. Évidemment, on recommande ce qui est le mikvé Chabad parce que c'est le mikvé qui est reconnu partout, mais évidemment, tous les mikvés sont très cachers. Mais il faut faire quand même attention, comme on l'a dit, que le mikvé soit supervisé. Ça, c'est l'essentiel. Peu importe le mikvé, quel chita est là, un mikvé, quand il est cacher, il est cacher. Mais il faut faire attention que ce soit bien supervisé pour ne pas que des fois, la personne qui s'en occupe fasse des bêtises et donc mette en jeu la cache-route du mikvé. Alors maintenant, on va parler qu'est-ce qu'on fait après le mikvé. Après le mikvé, déjà, il faut faire attention de ne pas avoir un animal non cachère. D'accord? Et c'est donc, mais il est bien que d'abord la femme se tourne vers la balanite. Et la balanite, donc lorsque la femme peut monter du mikvé, elle dit cachère, que c'est un mikvé cachère. Il y a marqué dans les Sfarim que lorsque la balanite proclame que le mikvé était cachère, alors à ce moment-là, même dans le ciel, on proclame aussi que le mikvé était cachère. Donc c'est important qu'elle le fasse. C'est important que la femme voit deux personnes avant de voir autre chose. C'est pour ça que si elle voit un animal avant d'avoir vu une personne, alors à ce moment-là, on dit qu'il y a comme une mauvaise influence. C'est pour ça que le meilleur à faire, c'est qu'elle dit elle voit la balanite et qu'avant de sortir, elle essaie de voir encore une autre personne, d'accord, de manière à ce qu'il y a la vision qui va entrer dans l'esprit. Certains voient évidemment la photo du rabbi ou la photo d'un tzaddik. Et pourquoi? Parce que comme il était écrit que le rabbi Yochanan, c'était une personne qui était très, 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 très beau. C'était un grand tzaddik, il était très beau. Et lui, il se mettait vraiment devant la porte du mikvé, ou du moins à côté du mikvé, de manière à ce que lorsque les femmes sortaient du mikvé pour entrer chez elles, elles voyaient Rabbi Yochanan. Et donc, en voyant Rabbi Yochanan, étant donné que l'esprit captait Rabbi Yochanan, lorsque la femme ensuite a été donc allée avec son mari, elle avait l'influence encore de la Kedusha, de la sainteté de Rabbi Yochanan, et comme ça, donc, elle enfantait des enfants qui étaient tzadikim. Et donc, c'est pour ça que c'est bien, juste après le mikvé, évidemment, de voir la balanite, de se préparer, etc., de s'habiller, mais ensuite, avant de sortir, évidemment, pour pas aussi qu'on ait rencontré aussi un animal qui est non cachère, essayer de voir aussi la photo du rabbi ou la photo d'un tzaddik de manière à ce que ça rentre dans la tête et que ça ait un peu d'influence sur nous. Maintenant, quelque chose qui est important, c'est que avant vraiment que le contact se fait entre le mari et la femme, c'est très important que la femme donc dise à son mari ce qu'elle a fait, qu'elle s'est bien trempée, étant donné que maintenant elle était nida. Donc pour pouvoir sortir de ce statut-là, évidemment, elle a tout fait ce qu'il fallait. Elle a fait Sektara, Shivanekim, la Khafifa, le Mikvé. Mais malgré ça, il faut ensuite qu'elle le dise à son mari, qu'elle lui affirme. Si maintenant la femme n'y pense pas trop, alors à ce moment-là, le mari tout simplement peut lui poser la question. Évidemment, de manière délicate et raffinée, c'est de poser la question pour voir comment elle va répondre et qu'elle affirme qu'elle s'est bien trompée au mikvé. Maintenant, évidemment, à partir du moment où elle se trompe au mikvé et à partir du moment où elle est permise à son mari, à ce moment-là, elle est théora. Et donc, forcément, changer les draps étaient blancs, étant donné que c'était Shivanekim, changer les draps, et aussi ne pas oublier de changer les sous-vêtements. Comme on l'a mentionné plusieurs fois, les Chachamim ont institué qu'on vraiment comprendre que la femme porte des sous-vêtements de couleur
pour pas qu'elle soit confrontée à être mais à cause des ktamim, à cause des taches de sang. Comme on l'avait expliqué dans le cours qui parle de ça, dans le premier cours, que lorsqu'on a un vêtement de couleur, les taches de sang, pas d'écoulement, on parle des taches de sang, ne rend pas une quand on tombe sur un vêtement de couleur. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où elle est théora, pour pas qu'elle se trouve dans des situations un peu déplaisantes où elle découvre des ktamim, etc., vraiment juste après la dvila, le mikvé, directement elle prend avec les sous-vêtements pour mettre des sous-vêtements de couleur pour pas entrer dans des problèmes. Alors maintenant, évidemment, l'acte conjugal, on va parler juste après plus largement, mais déjà, je vous dis ce qui a marqué un petit peu dans les Sfarim, dans les livres, c'est qu'évidemment, l'ambiance est hyper importante. Là, je ne parle pas encore de l'ambiance en préparation à l'acte, mais je parle tout simplement de manière générale que la personne qui a vraiment une ambiance dans cette journée dans la famille, qui soit de doucha, de sainteté, de sentir que c'est un jour particulier. D'accord? Certains aussi, pour ceux qui ont l'habitude, encore plus, mais c'est bien pour les hommes aussi d'aller au mikvé ce jour-là, le matin. D'accord, parce que c'est aussi un moment qui est important. Et aussi, donc, rajouter un Torah avant donc, d'avoir la relation. D'accord. Donner de la tzedaka aussi avant d'avoir la relation, c'est très important. Donc, après le mikvé, de la tzedaka. Si jamais, donc, lorsqu'on a une relation pendant Shabbat, c'est bien donc dans la tête de promettre qu'après Shabbat, si Dieu veut, je mettrai la tzedaka. Et aussi, donc, avoir cet élément-là de tchouva et de tfila. C'est-à-dire de prier Hachem aussi, qu'évidemment, c'est un jour important, c'est un jour de mikvé. Et entre parenthèses, c'est pas que le mikvé, c'est toujours qu'on doit prier, évidemment. Mais lorsqu'on parle de jour de mikvé, c'est un jour qui est particulier, c'est un jour où même dans le ciel, finalement, on regarde la femme qui s'est purifiée, qui va avoir un contact avec son mari. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important que le mari aussi se conditionne dans cette ambiance-là. La femme aussi elle le fait forcément, parce que forcément, elle va au mikvé, donc elle le fait, mais vraiment rentrer dans cette ambiance-là. Et ensuite, étant donné que c'est une grande mitzvah qu'on accomplit, et aussi la relation qu'on a ensemble, c'est une très, très grande mitzvah. Et aussi, on est en la relation, une neshama, il y a une âme qui descend sur terre. Donc, il faut vraiment faire le maximum pour essayer d'être prêt et faire le keli qu'il faut pour pouvoir apporter donc, cette belle neshama sur terre. C'est pour ça que l'ambiance est importante, les actions, Torah et mitzvot, tchouva et tfila, et évidemment, comme on a dit, la tzedaka, donc donner la tzedaka avant l'acte. Et ça, c'est pas uniquement pour le soir du mikvé, c'est aussi pour toutes les fois où il y a le mari et la femme comptent être ensemble, donc on doit mettre la tzedaka avant. Ok. Alors, devoir conjugal, j'ai mis devoir entre guillemets parce qu'on va voir pourquoi. En tout cas, d'abord, j'aimerais citer, donc, expliquer en bref ce qui est la mitzvah donc, de Piriya Verivia. Piriya Verivia, en vérité, c'est le premier commandement de la Torah, c'est le commandement de procréer. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous. C'est quoi pour vous? Vous devez donc vous multiplier. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, donc, il y a Akadosh Baruch Hu ordonne au peuple juif d'amener des enfants au monde. D'accord? Donc, c'est une obligation. Ça veut dire une personne peut dire, moi, je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant. Bon, c'est peut-être ton choix. Mais selon la Torah, on est obligé d'amener les enfants sur terre. On est obligé finalement de procréer. Maintenant, il y a aussi de combien d'enfants Akadosh Baruch Hu demande minimum. D'accord? Mais en tout cas, une personne est obligée de se marier. Un homme, parce que forcément, quand on parle d'enfant, on veut le faire aussi dans un cadre de sainteté, donc qui est évidemment soumis et qui est sous l'emblème de la choupa du mariage juif. Et forcément, donc, ensuite, donc, la connexion qui se fait entre l'homme et la femme, forcément, est fait pour pouvoir ensuite amener des enfants sur terre. Donc, un homme et chaque homme, comme dit le Shulchan Aruch dans Even Hazer au début, il dit obligé donc de se marier. Pourquoi? Pour pouvoir amener les enfants sur terre. D'accord, évidemment, le mariage n'est pas que ça, évidemment, il y a tout ce qui va autour, ça c'est évident. Mais en tout cas, une des choses, c'est évidemment d'avoir pour vous d'amener les enfants sur terre. Maintenant, combien d'enfants on doit apporter sur terre minimum? C'est Zachar ou Keva, au moins un garçon et une fille. Alors, c'est vrai qu'à Kadosh Baruch Hu, il y en a qui ont reçu 12 enfants, 12 garçons, 12 filles. D'autres, ils ont reçu, il y en a qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir mérité d'avoir des enfants. Chacun, en fonction de Kadosh Baruch Hu, donc, décide pour nous. C'est vrai parce que ce n'est pas forcément dans notre pouvoir. Mais parallèlement à ça, il faut savoir qu'une personne qui a le choix, il faut savoir que tout le temps qu'il n'a pas encore eu un garçon et une fille, il n'a pas encore accompli la mitzvah de Piriya Verivia. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est que même, après vous allez comprendre pourquoi je rapporte ça, même une personne qui a eu déjà un garçon et une fille, la Torah ne dit pas qu'il faut s'arrêter. Comme dit le Rambam, donc je vais lire avec vous, Af alpi shekiem adam mitzvah Piriya Verivia. הרי הוא מצווה מדברי סופרים שלא יתבטל מלפחות ולרבות כל זמן שיש בו כוח. Même qu'il a déjà accompli Pira Verivia, ça veut dire qu'il a déjà eu un garçon et une fille, il ne doit pas s'arrêter à cela, parce que nos sages ont demandé qu'il continue, comme il a marqué la Ravatanach Yatra.
Donc, c'est un commandement supplémentaire. Donc, un commandement d'avoir un garçon et une fille. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, selon la Torah, il a été qui de la mitzvah. Mais nos sages ont rajouté aussi que tout le temps que un homme et une femme, donc un couple peut avoir des enfants, doivent continuer à le faire. Donc, c'est une mitzvah qui est indépendamment de la première. Dans une troisième mitzvah qui est indépendante des deux, c'est la mitzvah ona, c'est la relation conjugale. Alors pourquoi je rapporte ça? Juste pour montrer qu'en vérité, c'est deux choses différentes. On a la relation et on a la mitzvah de procréer. Ce sont deux choses différentes. Dans la mitzvah de procréer, on a deux étapes. D'être acquitté selon la Torah, c'est au moins d'avoir un garçon et une fille. Si une personne qui a un garçon et une fille, il a accompli la mitzvah de la Torah de Pria Verivia. Mais est-ce qu'il doit s'arrêter? Ça, je nous dis non. Sur ça, je te rajoute une autre mitzvah. La Ravatanachiyatra, il faut continuer à avoir des enfants tout le temps que la personne peut le faire. Alors évidemment, étant donné que c'est uniquement d'ordre rabbinique, concrètement, c'est aussi important que la Torah, c'est évident, mais des fois, comme par exemple la femme a toutes sortes de raisons parce qu'elle ne peut pas avoir des enfants, parce qu'il y a des fois, par exemple, un coup de déprime, on peut appeler ça comme ça, juste après l'accouchement, etc., etc. Dans tous ces cas-là, évidemment, on peut se conseiller là pour voir dans quel cas, comment faire en sorte, peut-être qu'on parlera de ça dans un shiur en particulier pour ce genre de choses, mais en tout cas pour dire qu'il y a plusieurs donc mitzvot distinctes. Un, Péria Verivia, c'est d'avoir des enfants. Nos sages ont rajouté aussi qu'il faut continuer à en avoir tant qu'on le peut. D'accord? Donc ça, c'est les sages. Et ensuite, rien à voir avec ça. Ça veut dire, évidemment, c'est forcément lié, parce que pour pouvoir avoir des enfants, il faut avoir une relation. Mais rien à voir avec ça, avec donc la mitzvah en soi. La Torah nous dit, tu es obligé de quoi? Vonatal rigra. C'est mitzvah ona, c'est la relation conjugale. Un homme est obligé de satisfaire sa femme et donc d'être avec elle. D'accord, on verra quand et combien et comment. Mais en tout cas, donc c'est pour ça que c'est deux choses différentes. Alors pourquoi je ramène ça? Parce que vous pourrez vous dire, écoute, maintenant je suis enceinte. D'accord, ou bien maintenant il dit à sa femme, écoute, tu es enceinte, je n'ai pas la force, tu es enceinte, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, on ne peut pas amener des enfants parce que tu es déjà enceinte. Ou bien la femme est en train d'allaiter. En général, lorsque la femme allaite, ne veut pas tomber enceinte. En général, ce n'est pas une généralité, mais on va dire, oui, de manière d'accord, selon la logique des choses et selon la nature, il y a moins de chances de tomber enceinte lorsque la femme allait. D'accord? Ou bien la femme est ménopausée, on va dire. Donc, dans ce cas-là, l'homme pourrait se dire, écoute, c'est bon, on a fini, c'est terminé, il n'a plus besoin. La Torah nous dit non, c'est deux mitzvot indépendamment l'une de l'autre. Il y a la mitzvah d'avoir des enfants, c'est une mitzvah. Le sage, ont rajouté de continuer à avoir des enfants même après avoir accompli la mitzvah de Piriat Verivia. Ça, c'est une chose, ça c'est par rapport à avoir des enfants. Mais il y a une autre mitzvah indépendamment des enfants, c'est la mitzvah d'avoir une relation avec sa femme, être avec sa femme. Ok. Alors maintenant, on va voir quand est-ce que l'homme et la femme doivent être ensemble, obligatoire selon la Torah. Alors évidemment, lorsque la femme ne veut pas, etc., on va en parler. On va dire, théoriquement parlant, où vraiment il y a un moment propice d'y être. Alors déjà, le soir de la Tvila, le soir de l'immersion, un homme et une femme doivent être ensemble. Alors c'est le soir de la Tvila. Une autre chose que nous dit le Shulchan Aruch, lorsqu'il va, par exemple, en voyage, il va pour un petit temps en voyage, à ce moment-là, c'est bien, évidemment, si elle est terroir, si elle est pure, d'être ensemble avant qu'il voyage. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch nous dit que la femme doit empêcher son mari de voyager de manière trop loin ou bien trop longtemps pour pas qu'il vienne donc à négliger et même à annuler. On peut appeler ça presque, si une personne va pour 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, là, il annule la mise à période de rivière. C'est-à-dire il se met, il remet en question la mitzvah, étant donné que finalement, il n'est pas avec sa femme. Donc, c'est pour ça que je crois nous dit même que la femme doit essayer d'empêcher son mari de ne pas sortir trop loin, trop longtemps, pour ne pas qu'il soit amené à ne pas accomplir la mise de Ona, d'accord, la mise de la relation. Donc, on résume, 2 points pour l'instant qu'on a vu. Un, c'est le soir de la Tvila, le soir donc de l'immersion. Et 2, c'est lorsque le mari sort en voyage, alors à ce moment-là aussi d'être avec elle. D'accord. Maintenant, un autre point aussi. Le Shulchan Aruch nous dit autre part, dans Siman Resh Mem dans Orach Chaim, il nous dit que même lorsque la femme a envie d'être avec son mari, là aussi le mari a l'obligation d'être avec sa femme. Ça veut dire que si maintenant la femme a envie et le mari voit que la femme essaye de le séduire, et se maquiller, etc., essaie de faire toutes sortes de signaux pour pouvoir essayer d'attirer son attention, et il comprend, il voit que c'est... Alors à ce moment-là, il est obligé de le faire. Ça, c'est son obligation, c'est son devoir. C'est pour ça qu'on a marqué devoir conjugal, des fois on se dit c'est pour qui le devoir. Selon la Torah, le devoir il est sur l'homme. L'homme, il a le devoir de le faire. C'est vrai que souvent, dans la nature humaine, c'est le contraire,
on va dire que c'est l'homme qui court après, la femme qui essaie en général de se sauver de ça, dans beaucoup de cas. D'accord? Parce qu'évidemment, un homme, il peut donc il est prêt directement de passer à l'action. La femme, ça demande plus de préparation, ça c'est évident. Donc, des fois, on voit le contraire, que c'est l'homme qui est plus en vie et la femme. Mais d'après les yeux de la Torah, c'est un devoir que le mari a envers sa femme. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est lui qui doit satisfaire sa femme et pas le contraire. C'est évident que ça doit être chacun doit se satisfaire, on verra un petit peu ça après, mais on va dire, de manière générale, de la Torah, c'est un devoir qui est posé sur les épaules de du mari. C'est pour ça qu'on voit, lorsque c'est le soir d'Adula, il doit être avec sa femme, lorsqu'il sort en chemin, quand la femme a la nostalgie de son mari. Donc c'est pour ça qu'on dit, écoute, avant qu'il parte du chemin, avant qu'il va en voyage, être ensemble. Et aussi un autre point, c'est donc lorsque la femme a envie et se maquille et essaie de le séduire, qui comprend, il doit être avec sa femme. Ok, d'accord, donc pour résumer pour l'instant ce qu'on a dit, le mari a l'obligation de respecter la mitzvah de la Hona. La Hona, on le sent en vérité, c'est une certaine fréquence qu'il doit être avec sa femme parce que tout simplement il est marié avec elle. De deux, lorsque ce soir du mikvé. Trois, voyage, avant de partir en voyage. Et quatre, si elle a le désir. Il n'y a aucune différence si elle est enceinte, si elle allait ou si elle est ménopausée. Dans tous les cas, le chiyuv et donc l'obligation est sur les épaules de du mari. Alors maintenant, combien, à part ça, parce que pas tous les jours la femme va au mikvé et pas tous les jours le mari va en voyage et pas tous les jours la femme a envie. Donc à part ça, on va dire, c'est les cas un peu particuliers. Mais sinon, à part ça, le jour, quand est-ce que l'homme doit être avec sa femme? Donc les Chaim ont dit en manière générale qu'un homme doit être avec sa femme en fonction de son métier, en fonction de sa disponibilité. Alors c'est vrai que la disponibilité, c'est un petit peu particulier parce que forcément, des fois, aujourd'hui, avec les WhatsApp, plus personne n'est disponible. Ah, c'est vrai. Mais parallèlement à ça, les Chaim ont quand même donné une certaine fréquence à avoir. Et ça, c'est en fonction donc on va dire de la génération. Alors, on va dire comme ça que si on prend donc la deuxième référence que j'ai rapportée ici, dans le Pitrei Teshuvah, là, ici, on rapporte qu'il faut aussi avoir au moins 2 relations par semaine. D'accord? Que l'homme, finalement, c'est pas forcément si la femme ne veut pas, c'est une autre histoire, on parlera juste après. Mais on va dire que lui, forcément, il doit se porter disponible en moyenne d'être 2 fois par semaine avec sa femme. Ça, après, évidemment, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de généralité. Des fois, c'est plus, des fois, ça tombe moins, etc. Mais de manière générale, il faut savoir pourquoi, selon ce qui est écrit ici, selon ce que j'ai rapporté ici. Parce qu'il me dit, parce que étant donné qu'aujourd'hui, et ça c'était écrit il y a plusieurs centaines d'années, et malgré ça, déjà à l'époque, il disait que déjà, les gens étaient jaloux de l'autre, etc. Il y avait la copine qui était jalouse de sa copine, et chacun se regardait à droite et à gauche, c'est devenu un petit peu compliqué. Pour que les gens restent entre eux, et pas qu'ils soient jaloux donc de l'un de l'autre et un couple de l'autre, on voulait que les hommes et les femmes, donc que les couples soient bien entre eux. C'est pour ça que les Chaim ont dit qu'il fallait absolument donc de donner de ne pas laisser à une fois par semaine comme on va voir pour les Talmidei Chachamim, mais essayer de conseiller aux gens de faire d'être ensemble au moins 2 fois par semaine, de manière à ce qu'il y ait un bon contact, une bonne harmonie, et de manière pour que le couple se solidifie. D'accord. Alors, lorsqu'on parle d'être 2 fois par semaine, donc encore une fois, c'est pas gravé sur la pierre, évidemment. D'accord, ça peut changer en fonction de la situation, mais c'est bien qu'une des fois soit pendant Shabbat. Et pourquoi pendant Shabbat? Parce que pendant Shabbat, c'est un jour qui est saint, qui est très important. Et il y a marqué que même dans le ciel, eh ben, même dans le ciel, on a un petit peu cette idée-là de Zachar, de Nekeva, de Khatan Nekala, de Kadash Baruch Hu et de Bnei Israël, qui est considéré comme l'homme et la femme, qui se finit dans le ciel, dans les cieux aussi. Et c'est pour ça qu'en bas sur terre aussi, lorsqu'on fait cet acte-là, on a cette union-là aussi qui se fait à travers nous, qui se fait aussi dans les cieux. Donc c'est pour ça que c'est un moment aussi très particulier, à tel point qu'il nous dit que les plus grandes neshamot viennent d'accord sur terre à travers les relations qui sont faites pendant le jour de Shabbat. Ok, maintenant on va parler d'un sujet qui est intéressant, c'est la Mechila. C'est quoi Mechila? Mechila, on sait très bien, on dit ça avant Kippour, on parle de pardon, mais c'est quoi Mechila dans notre cas? Mechila, c'est en vérité qu'est-ce qui se passe si le mari et la femme ne veulent pas être ensemble. Alors si les deux ne veulent pas donc l'affaire est réglée, il faut peut-être aller voir un conseiller d'accord de Shalom Bayit qui fasse un petit peu la paix entre les deux, mais on va dire que des fois c'est le mari qui ne veut pas, des fois c'est la femme qui ne veut pas. Alors lorsque le mari qui ne veut pas, ça n'existe pas, c'est quoi il ne veut pas? La Torah lui ordonne, donc c'est terminé pour lui. Il ne veut pas ne pas vouloir. Alors évidemment, des fois le mari ne se sent pas bien, des fois il est fatigué, des fois il est faible, etc. Il faut comprendre qu'il y a des exceptions, tout va bien. Mais là, on parle plus lorsque c'est la femme qui ne veut pas.
Savoir la femme qui ne veut pas, on va dire que c'est la femme qui n'est pas d'accord avec ça. Alors, lorsque la femme qui n'est pas d'accord, ça aussi, ça va dépendre de quel cas. Si une personne qui a accompli déjà Péria Verivia, qui a déjà eu un. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu un garçon et une fille. On va dire qu'à ce moment-là, les fréquences, ils peuvent être un peu plus, on va dire, entre guillemets, plus éloignées. Mais lorsque le mari ne veut pas, et il se tourne vers sa femme, et il lui demande, est-ce que tu peux me permettre de ne pas être avec toi ce soir? Alors, évidemment, on ne va peut-être pas dire dans ces mots, mais il y a quand même une certaine demande de Mechila. Pourquoi une demande de Mechila? Parce qu'étant donné que le mari, c'est lui qui a le devoir envers sa femme, c'est lui qui a finalement l'obligation envers sa femme, donc le seul moyen qui peut se défaire de cette obligation-là, c'est uniquement si sa femme lui permet, si sa femme lui pardonne. Ça veut dire, c'est quoi, c'est pas grave, on sera ensemble la prochaine fois. Donc c'est pour ça, regardez ce qui est écrit. Aisha shirshat et baala, achar anisuin sheimna onata arezemutar. Si c'est la femme, pourquoi on me dit sur la femme? Parce qu'étant donné que c'est l'homme se porte sur lui là l'obligation d'être avec sa femme, donc c'est à la femme de lui faire mechila, c'est à la femme de lui dire, tu sais quoi, c'est pas grave, je te laisse, je te permets. Mais dans une condition, c'est uniquement s'ils ont déjà eu Pira Verivia. C'est-à-dire, seulement s'ils ont eu déjà un garçon et une fille. S'ils ont déjà eu un garçon et une fille, alors à ce moment-là, la femme peut dire à son mari, peut permettre à son mari de ne pas être avec elle le soir convenu ou bien dans la fréquence de temps qu'ils ont convenu ensemble, qui doit être durant la semaine. Et pourquoi? Parce que finalement, ils ont déjà Pira Verivia, mais quand même, il faudrait demander la permission à sa femme. Parce que finalement, comme on l'a dit, le devoir conjugal est posé sur les épaules du mari, pas le contraire. Donc, c'est qui doit pardonner, c'est qui peut laisser, c'est qui doit donner la permission? C'est la femme. D'accord? Donc là, on peut voir, d'accord, donc la femme peut pardonner le devoir de l'homme. Et maintenant, lorsque l'un, et des fois, par exemple, lorsque l'un va en voyage, ou bien que la femme est enceinte, alors lorsque l'homme va en voyage, par exemple, alors à ce moment-là, évidemment, ça veut dire, ça rentre aussi dans le cadre de Mechila, ça veut dire, lorsque l'homme va en voyage ici, il va s'absenter. Donc à ce moment-là, il doit demander à la femme de le faire Mechila pour qu'il puisse finalement s'absenter quelques jours. Ça rentre dans ce cadre, ça veut dire que lorsque l'homme va en voyage, par exemple pour un business, ou bien va voyager pour pèleriner ou peu importe, alors à ce moment-là, il faut aussi qu'il prenne ça en compte, que c'est possible qu'à cause de ça, il va annuler une mitzvah qu'il a sur ses épaules, le devoir conjugal. Et c'est pour ça qu'il doit d'abord aussi prendre ça en compte et de voir est-ce que sa femme est satisfaite de ça. Lorsque la femme est enceinte, alors d'un côté, elle ne veut pas tomber enceinte parce qu'elle est déjà enceinte. Donc dans ce cas-là, on a plus d'ouverture par rapport à la mechila que la femme peut lui faire. Parce que comme on l'a dit, quand est-ce que la femme peut faire mechila, peut lui l'accorder? C'est lorsqu'elle a déjà eu, ils ont déjà eu un garçon et une fille. Ils ont déjà eu Péria Verivia. Donc, lorsque la femme est enceinte, que pendant l'heure actuelle, elle ne peut pas retomber enceinte, alors là aussi, la femme peut donc dire à son mari, tu sais quoi, c'est pas grave, il n'y a pas besoin aujourd'hui, on n'est pas d'accord, il y a Mechila. Alors maintenant, juste une petite note du rabbi. Le rabbi donc s'adresse à une personne qui voulait faire Prishut. C'est quoi Prishut? Prishut, c'est une personne qui s'est dit, moi je suis un grand tzaddik, moi je ne veux pas avoir affaire avec ce monde-là, moi je veux me séparer de tous les profits matériels de ce monde, et donc je préfère me séparer de l'acte conjugal. Étant donné que l'acte conjugal elle amène aussi un profit corporel, alors je souhaiterais m'en défaire et finalement d'être avec sa femme et de venir de manière un peu plus, et de manière plus éloignée. D'accord? Et donc là, d'accord, donc ne pas par exemple, on a dit une fois, deux fois par semaine, alors lui il voulait pas par exemple être avec sa femme une fois par mois, une fois tous les 2 mois, etc. Alors là, le rabbi lui dit une chose suivante. Déjà, il dit, il faut savoir que est-ce que ta femme vraiment te permet de le faire, même si, admettons, que vous avez déjà accompli Pira Verivia, d'accord? Donc, un garçon et une fille. Mais est-ce que la femme le permet vraiment? Belef Shalem, ça veut dire vraiment de tout son cœur, ou bien à l'intérieur d'elle fait ça juste pour te satisfaire, peut-être juste parce qu'elle sait que c'est important pour toi, elle le fait pour toi. Donc là, on voit aussi un autre très important, c'est que même lorsqu'on voit que les fois le mari ne peut pas ou ne veut pas être avec sa femme, et la femme, on va dire, le laisse faire, alors à ce moment-là, l'homme doit s'assurer pour savoir est-ce que vraiment c'est une mechila belef shalem, est-ce que vraiment elle a vraiment pardonné, elle a vraiment fait tout ça de tout cœur, ou bien qu'elle a quelque chose à l'intérieur d'elle que non, elle veut pas, elle veut pas avoir cet éloignement, elle veut vraiment être avec son mari de manière plus courante. D'accord? Donc ça, c'est un point. Et le deuxième point aussi que le rabbi rapporte, qu'on voit ça tellement de fois dans le monde judaïsme, Baruch Hashem, c'est que souvent, l'homme pense qu'il veut devenir un ange,
Alors il va dire, je vais me séparer du matériel. Mais à la fin du compte, il perd. Parce qu'à la fin du compte, c'est qu'un être humain. Autant ange qui peut se considérer concrètement plus facilement que tomber dans d'autres tentations après. Et l'esprit, quand c'est un homme lorsqu'il n'est pas avec sa femme, tous les esprits peuvent le tourner la tête. Et donc, c'est très possible qu'à la fin du compte, il perdra et c'est encore moins ange d'accord, moins être humain qu'il pensait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire comme le Derech, d'accord, faire ce qu'il faut faire quand il faut faire, et en sachant que même dans cet acte-là, et en particulier dans cet acte-là, il y a énormément de Gdusha. Alors maintenant, on va donc parler, on ne va pas lire tout ça évidemment, mais juste rapporter 4 points. Lorsqu'on parle de l'ambiance qui est de l'acte conjugal, il y a quelque chose qui est important à savoir. C'est que finalement, il y a aussi la pensée qu'on y met derrière. C'est quoi la pensée? Il y a marqué comme ça, que lorsqu'il y a 4 niveaux d'attachement et de pensée, parce que finalement, lorsqu'on fait une mitzvah, c'est aussi une mitzvah qu'on fait pour Dieu. Mais ça peut porter un petit peu à confusion. Parce que lorsqu'on fait une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est un acte qui pourrait paraître tellement matériel, avec un profit tellement matériel, que des fois, ça peut un peu nous perturber et ne nous laisse pas comprendre quel est le rapport de Dieu dans cet acte-là. Et donc, c'est pour ça qu'en vérité, lorsqu'une personne est avec sa femme, d'accord, femme, homme et femme, donc, le couple ensemble. Et ensuite, on arrive à faire cette mitzvah-là. En particulier, si on parle de la mitzvah qui va suivre le mikvé. Alors, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, c'est qu'en vérité, on est en train d'accomplir un commandement d'Akadosh Baruch Hu avant tout. C'est vrai que c'est un profit matériel, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur un profit? On dit merci à Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu pour le profit. Mais ça ne contredit pas le fait que c'est une mitzvah, et c'est une mitzvah de la Torah. Et donc, il y a aussi la kavana, il y a aussi l'intention qu'on y met lorsqu'on fait cette mitzvah-là. Et c'est pour ça que le Ravad nous dit que quelle est l'intention la plus particulière, la meilleure lorsqu'on fait cette mitzvah-là, donc de la relation conjugale. Il dit que c'est déjà lorsqu'une personne le fait pour avoir des enfants, pour prévérifier, pour procréer. Lorsqu'une personne le fait avec l'intention de ça, alors à ce moment-là, c'est la meilleure kavana qu'il peut avoir. Après, une catégorie moins bien, mais qui est aussi dans les Shem Shamaim, qui est aussi un Sachar, c'est lorsqu'il pense pouvoir arranger le valad. C'est quoi le valad? C'est qu'en vérité, le bébé, lorsqu'il est en train de se former dans le ventre de sa maman, alors dans la Gemara, il est écrit qu'en vérité, lorsque le mari, il y a plusieurs périodes, il y a 3 périodes, mais une des périodes, enfin 2 des périodes, 2 sur 3, ben, lorsque le mari a une relation avec sa femme à ce moment-là, ça aide à ce que le bébé se développe encore mieux. On parle de spirituellement et dans l'âme. D'accord? Donc, c'est aussi dans le corps, mais en tout cas, on a aussi donc une personne qui fait ça pour le bébé, pour le bien du bébé, ça aussi, c'est une bonne kavana. Troisièmement, c'est si le mari fait ça pour pouvoir satisfaire sa femme. Par exemple, la femme le satisfait. Donc, il fait ça juste pour ça. Donc, évidemment, c'est important parce que c'est mitzvah de la Torah à ce moment-là. Donc, il reçoit un salaire, il reçoit un salaire. Il ne fait pas forcément pour avoir une cause de procréer ou pour amener l'équilibre sur terre. Mais là aussi, il a quand même une mitzvah, étant donné que la Torah lui demande d'être avec sa femme lorsque la femme lui demande, lorsque la femme le séduit, lorsque la femme a envie de lui. Et donc là aussi, il va accomplir une mitzvah de la Torah. Quatrième niveau, qui est le plus bas, mais qui est encore dans la catégorie du Sachar et de la mitzvah, c'est une personne qui fait ça pour se protéger de la faute. Par exemple, il sait très bien, un homme, par exemple, sait très bien que des fois, lorsqu'il n'est pas avec sa femme, toutes sortes de choses peuvent lui tourner la tête. Et à ce moment-là, il se dit, écoute, je préfère être avec ma femme et que c'est vrai que peut-être maintenant, je ne fais peut-être pas ça pour Dieu, je ne fais pas ça pour amener des enfants, je ne fais pas ça pour satisfaire ma femme, mais au moins, ça me protège de ne pas faire une faute. Ça même pour ça aussi, il a un sachar, il a aussi un salaire. Parce que tout ça, le point commun entre tous, évidemment, c'est que tout ça, c'est fait, les Shem Shamaim, c'est fait aussi pour Akadosh Baruch Hu, c'est fait pour Dieu, c'est fait selon l'esprit de la Torah. Alors, une histoire. Une fois, il y avait Rav Kahana. Rav Kahana, c'était l'élève de Rav. Rav Kahana, une fois, il s'est caché sous le lit de Rav. Alors, évidemment, si on s'imagine bien, le lit, ce n'était pas le lit que de Rav, c'était le lit de Rav et de sa femme. Il s'est caché sous le lit. Et il a entendu que Rav et sa femme, un langage intéressant, Sach, Sachak, Vasat, Sachav. C'est quoi Sach? Sach, ils ont discuté. Sachak, ils ont rigolé. Ou bien plus précisément, ils ont joué. Vasat, Sachav, ils ont été ensemble. À Marley, quand Rav Kana, qui était sous le lit de son maître, entend tout ce qui se passe là-bas dans la pièce,
il s'est dit, il a dit à son maître, il dit, Dame pour m'aider Abba, qui dès là, ça arrive tafshila. Il a dit, Abba, il dit papa, il veut parler de son maître. Il dit, maître, il dit, on dirait que tu n'as jamais mangé. Ça veut dire, il voulait faire allusion, on dit que tu es tellement impliqué, on dirait que tu es en train tu viens de découvrir. Alors, à Marley, donc Rav, qui était sur le lit avec sa femme, il dit, Kahana, Achat, est-ce que tu es ici? Tu es sous le lit? Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, Pouk, sors d'ici. Des laves orach aras. C'est pas des acheret, c'est pas beau, c'est pas poli. Quoi, tu vois pas qu'on est ensemble, toi tu te caches sous notre lit, c'est pas poli, c'est pas. D'accord, c'est pas des acheret. Amarle, Torah hi velimod sarir. Il dit, c'est une Torah et ça aussi je dois apprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit, enfin, c'est vrai que c'est un petit peu audacieux et peut-être pas un petit, on va dire, un petit peu particulier de se cacher sous le lit de son maître pour voir exactement ce qu'il fait et entendre ce qu'il fait pour voir comment apprendre ça. Alors lui dit, ça aussi une Torah, ça aussi je dois apprendre. L'acte aussi, c'est partie de les mitzvot de la Torah et ça fait partie aussi de la halachot de la Torah et ça aussi je dois apprendre. Évidemment, ce qu'il a fait Rav Kahana ou ce qu'il n'a pas fait, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on apprend trois choses de là. Que lorsque Rav Kahana a entendu son maître, il a entendu trois choses. Un, Sar, ils ont discuté. Sachak, ils ont joué. Vatsat Srachav, ils ont été ensemble. Il y a trois niveaux. Il y a ça, le fait de discuter. C'est-à-dire, lorsque finalement, et ça aussi c'est d'après la Torah, c'est-à-dire la Torah lui demande de le faire, lorsque finalement l'homme et la femme sont ensemble, évidemment, on va dire, il y a ce conflit-là qui se fait. D'un côté, chacun cherche à tirer son profit, mais d'un autre côté aussi, il y a aussi le kavod, le respect que l'un a pour autrui. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a une relation qui se fait, il faut être très, très respectueux. Là, on est en train de rentrer dans l'intimité de l'autre. Lorsqu'on est dans l'intimité de l'autre, il faut faire attention à comment on le fait. Ce n'est pas à nous. Chacun a sa vie, chacun a son intimité, et personne ne peut enfreindre et rentrer et forcer dans l'intimité de l'autre. Et c'est pour ça que déjà, il faut faire vraiment un contact très léger et très respectueux. Ça, c'est avec la parole. D'abord, parler. Si on ne parle pas, s'il n'y a pas de communication, alors ensuite, l'acte, ce n'est pas un acte comme un être humain fait. C'est l'acte plus que peut-être comme un animal fait. Parce qu'il y a pas, on est là juste pour tirer un profit matériel et pas pour vraiment s'identifier et s'attacher à la personne qui est en face de nous. Donc, c'est pour ça que la première chose à faire, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est déjà communiquer, discuter. Des fois, c'est peut-être appeler par le prénom l'un de l'autre, dire des phrases gentilles, essayer donc de rapprocher les esprits l'un de l'autre. Des fois aussi, ça peut demander de demander pardon. Des fois, durant la journée, on s'est un petit peu effrité, on est un petit peu dur l'un envers l'autre, ce qui nous demande de demander pardon l'un à l'autre. Tout ça, c'est ça, il faut parler. Et ensuite, on a sahak. C'est quoi sahak? C'est jouer. Une fois qu'on en a parlé, à ce moment-là, doucement, doucement, les deux jouent ensemble. Ça veut dire c'est toutes sortes de mouvements qu'ils font l'un avec l'autre. D'accord? Donc, de toucher, évidemment pas détaillé ici, parce que ça va sûrement aller en ligne, mais en tout cas, c'est de toucher que l'un a pour l'autre, de manière à ce que ça va doucement, doucement, donc faire grandir cette union-là. Va ensuite, il y a la relation en soi. D'accord? Donc, en deux mots, ça veut dire quoi? Être respectueux l'un envers l'autre, évidemment, mais aussi ça fait ressortir qu'on n'est pas en train de faire un acte d'animal. On est d'abord des humains, on a le respect l'un pour l'autre et qu'on cherche d'abord à s'attacher, à communiquer, à se rapprocher et que ensuite vraiment faire l'acte en soi. Je vais vous lire un midrash. Dans un midrash, il est dit comme ça. Il est dit que dans la Gemara, la Gemara nous dit comme ça. Il dit Maya c'est Adam veyu banav ashirim. Qu'est-ce qu'une personne peut faire pour que ses enfants soient riches? Et il y en a qui disent qu'est-ce qu'une personne peut faire pour qu'il ait des garçons? Veit kaimu. Et que vraiment que ça dure. Il y a il doit faire ce que Dieu veut et ce que sa femme veut. Quoi, c'est ce qu'il doit faire? Il doit faire la volonté de sa femme et la volonté du ciel, la volonté de Dieu. Alors il dit c'est quoi la volonté d'Hachem? C'est quoi la volonté de Dieu? La Gemara nous répond il doit distribuer, il doit donner son argent aux pauvres. Donner Nazdaka. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Ça, c'est la part d'Akadosh Baruch Hu pour faire en sorte que ses enfants soient riches. Ensuite, Rabbi Akiva nous dit, la Gemara pose comme question, et c'est quoi la volonté de sa femme? Alors, Rabbi Eliezer nous dit qu'il doit séduire sa femme avant de passer à l'acte, avant de passer à la relation. Rabbi Yehuda nous dit il doit réjouir sa femme bidvar mitzvah. Ce qu'est bidvar mitzvah, c'est la mitzvah donc de la relation. Donc séduire ou réjouir,
bon, évidemment, l'un dépend de l'autre et l'un est attaché à l'autre, même si ça ne dépend pas directement, mais l'un est attaché à l'autre. Mais en tout cas, on a cette idée-là très forte qu'avant de passer à l'acte, on a d'abord cette respect-là qui doit se faire, d'abord cette communication. Au début, ça va être communication à travers les mots. Après, ça peut être, après doucement, doucement, l'esprit donc se rejoint. Ensuite, c'est avec le corps et ensuite passe à l'acte, mais d'abord, il doit d'abord avoir cette communication-là. On va lire aussi un petit passage du Rambam et on aura bientôt fini. Le Rambam nous dit comme ça. Lorsque l'acte qui se fait entre l'homme et la femme, d'accord, le couple, ce qu'il faut faire, c'est qu'il déjà il nous dit qu'ils ne doivent pas être loshikurim, pas sous, pas ivrogne, pas atzlanim, donc c'est des gens qui sont paresseux, lo atzmanim, pas nerveux, il ne faut pas qu'elle soit endormie, il ne faut pas qu'il la force, qu'il la brusque, veillez Einar alors qu'elle ne veut pas. Regardez ce qu'il dit le Rambam, que lorsqu'on fait cet acte-là, il faut faire attention à une chose très importante. Que ça soit birtson shnem ou besimchatam. Il faut que ça soit volontaire et avec joie. Alors, et là, chacun doit méditer à ça. D'un côté, le mari doit vouloir, mais doit aussi donner envie. Mais d'un autre côté, la femme de son côté aussi, lorsqu'elle voit que le mari est aussi dedans, elle doit essayer de la mesure du possible aussi de rejoindre et de faire en sorte que les deux vraiment s'unifient et le ratson et la simcha. Parce que forcément, même que le devoir est sur l'épaule de son mari, donc lui, il doit vraiment donc assumer cette chose, de faire l'acte comme il faut, et donc avec les préparations, avec tout ce qu'il faut. Mais aussi la femme, il y a aussi marqué d'autres choses sur la femme, ce qu'elle doit faire. Elle doit être aussi dans le couple, parce qu'ils sont mariés ensemble finalement, et l'acte, la mitzvah dépend l'un de l'autre. Oui. Donc c'est pour ça que c'est important que même dans l'esprit, même dans l'ambiance, soit aussi positif. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que ce soit Beratzon Shnei ou Besimchatam. C'est pour ça qu'il y a ce qu'il dit le Rambam. Et sa père, ils doivent pas discuter ensemble. Veitzrak Meat Ima. Veitzrak Meat Ima. Ils doivent un petit peu jouer avec elle. Vous comprenez ce que ça veut dire. Chef, Tafsha, pour qu'elle soit plus tranquille. Et après, ensuite, ils sont une zone de relation avec respect, pas avec grossièreté, mais avec respect l'un de l'autre, en faisant attention l'un à l'autre. Ok. Mais un autre point que le rabbin nous dit, un très intéressant. Tous une personne qui agit comme ça, fais attention il est dans le move, pas nerveux, tranquille, pas ivre, pas paresseux, pas triste, pas forcé, mais avec joie. Alors à ce moment-là, c'est comme si il a sanctifié son corps, il a purifié son âme. Et à tel point qu'a marqué que si de cette relation-là, il y a des enfants qui sortent, alors à ce moment-là, ils seront des gens naïm ou baishanim, ruim lechoma ou chassidut. Ce sont des gens qui sont très grands, très élevés, une âme très grande, avec une grande chorma et beaucoup de chassidut. Et tous ceux qui se conduisent donc, dans la chambre à coucher comme des gens, on va dire, comme le peuple, on va dire basse classe, on va appeler ça comme ça. Alors, les enfants aussi peuvent être comme ça, étant donné que la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre, comme on dit. Ok, maintenant un autre point. Il y a cette idée-là aussi, kol ahava, shehit tluya bedavar, batel davar betel ahava. Chaque amour qui dépend d'une chose, si la chose s'annule, alors à ce moment-là, l'amour aussi s'annule. Ça veut dire quoi? Si une personne a lorsqu'une personne se marie, donc forcément il y a un lien qui se fait. Il y a un lien aussi d'amour qui commence à se créer, d'accord, qui se développe de plus en plus, etc. Mais si tout l'amour est fondé que par profit, d'accord, juste pour une raison, juste pour profiter de la personne, alors forcément, lorsque cette chose-là va disparaître, l'amour aussi va disparaître. D'accord, une personne se marie par exemple pour l'argent, ou se marie parce qu'il a trouvé une certaine qualité. Mais il n'est pas vraiment la personne, il aime la qualité, pas la personne en soi. Donc l'amour est conditionné en fonction de la chose. Une fois que la chose disparaît, l'amour aussi disparaît. Pareillement aussi par rapport à la relation. Une personne sont ensemble, mais puisqu'ils cherchent leur propre profit, alors à ce moment-là, l'amour n'est pas propre. C'est un amour qui va finalement dépendre et conditionner d'un profit corporel et physique qui se fait à travers la relation. Et donc là, finalement, l'amour n'est pas ressenti. La première chose, lorsque un couple s'unit, c'est d'abord forcément l'amour qu'il y a l'un pour l'autre, la joie qu'il y a l'un pour l'autre, la compassion qu'il y a l'un pour l'autre. Si c'est uniquement pour profiter, alors à ce moment-là, ce n'est pas un vrai amour. Forcément, il y a aussi un profit qui se fait. Parce que s'il n'y a pas de profit, forcément, le corps a besoin aussi de profiter. Donc, il y a un profit qui se crée. Mais c'est vrai que d'abord, il y a un respect.
il y a quelque chose d'abord qui passe avant, c'est la personne qu'on a en face de nous. Lorsque le mari voit sa femme, la femme voit son mari, et c'est vrai que chacun peut tirer profit de l'autre, mais avant tout, il y a l'amour et l'attachement, et le respect qu'on a vis-à-vis de l'autre, c'est ça qui ressort. C'est pour ça que si maintenant une personne aime sa femme, ou la femme aime son mari de manière inconditionnée, donc peu importe ce qui se passe, elle l'aime parce que elle est attachée à la personne. Et donc, c'est aussi un point qu'il faut faire très attention lorsqu'on parle donc de la relation, étant donné qu'à ce moment-là, on a beaucoup on va dire entre guillemets, de profit qu'on pourrait tirer et donc un petit peu perdre donc, cette valeur-là. Maintenant, très rapidement, c'est la fin du shiur. On va brièvement citer 9 conditions que l'homme et la femme ne peuvent pas être ensemble. Premièrement, ça va être Bnei Anoussa. Et ça ne peut pas être ensemble. Évidemment, ils sont peut-être Tao, ils sont peut-être purs l'un pour l'autre. D'accord. Donc la femme est au mikvé, mais des fois, c'est une situation, un esprit ou bien une circonstance qui fait que si jamais il y a un enfant qui sort de ça, alors à ce moment-là, il y a un passouk qui est pas c'est-à-dire on va dire qu'il ne pas très satisfaisant. Donc, premièrement, c'est déjà Bnei Anoussa. Ça veut dire quoi? Lorsque le mari a une relation avec sa femme, il doit se faire de plein gré des deux côtés. Comme on l'a dit, chacun doit travailler sur son plein gré à lui. Forcément, si on a l'occasion de s'unir, il faut le faire avec joie. Chacun doit travailler pour ça. Mais si un ne veut pas, et là on parle que la femme ne veut pas, alors à ce moment-là, ça peut Bnei Anoussa. C'est quoi? C'est qu'on l'a forcé. Bnei Anoussa, c'est forcé. Et c'est pour ça que s'il y a une relation qui sort de ça, alors à ce moment-là, l'âme qui sort de cette relation-là n'est pas forcément, on ne s'y connaît pas trop en âme. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Mais selon ce que la halakha nous dit, d'accord, il faut faire très attention de ne pas arriver à ce point-là où une personne force sa femme à être avec lui. D'accord. Deuxièmement, Bnei Snoa, c'est une personne qui déteste sa femme et qui est quand même avec lui. Donc à ce moment-là, non, quand on est avec sa femme, il faut absolument l'aimer, il faut la respecter, il faut avoir un contact avec elle comme il se doit. Troisièmement, c'est une personne qui est mis en quarantaine, ou bien c'est la femme de l'Nida. Évidemment, de toute façon, c'est à d'après la Torah, même les enfants qui sont tirés de ça, évidemment, c'est voilà. Quatrièmement, c'est Bnet Moura. Ça, c'est bon, c'était à l'époque, lorsqu'une personne avait deux femmes, d'accord, il était avec elle, il pensait qu'il était avec une personne alors qu'il était avec une autre femme, lorsque à l'époque, il y a quelques millénaires, les gens ils se mariaient avec plusieurs femmes. Donc ça ne nous concerne pas. Cinquième point, Bnei Mored et Bnei Meriva. C'est une personne qui est avec sa femme alors que la femme ne veut pas de lui comme mari. Ça aussi, c'est un problème. Bnei Shechut, on n'a pas le droit d'être ivre, on n'a pas le droit de boire de l'alcool avant d'avoir la relation. Septième point, Bnei Grushat Alev. C'est une personne qui est avec sa femme, mais pendant qu'il est avec sa femme, il a l'intention de la divorcer. Là, il n'a pas le droit d'être avec sa femme à ce moment-là. Lorsqu'on est avec sa femme, comme on dit, c'est parce qu'on est attaché à elle, c'est qu'on aime, c'est parce qu'on a envie d'être l'un avec l'autre. D'accord. Donc, une personne qui compte divorcer sa femme et pendant ça, il est avec elle, alors à ce moment-là, c'est interdit. Bnei Arvuvia, c'est quoi? C'est quand il est avec sa femme, il pense à une autre femme. Et entre guillemets, c'est la même chose pour le contraire. C'est aussi la femme qui est avec son mari, mais qui pense à un autre homme. Ça, c'est très, très grave. On sait très bien que, d'ailleurs, pour ça, qu'une des recommandations, c'est de pas de faire déjà de faire attention de ne pas voir des choses étranges avant de se mettre au lit, etc. Parce qu'on ne peut pas finalement brouiller les esprits, aussi de ne faire attention à ce qu'on pense. On sait très bien que ce qu'on pense, ça a un impact direct sur l'enfant qui naît par la suite. Et donc, forcément, on ne peut pas nous mélanger. D'accord. Lorsque la femme s'unit avec le mari avec la femme, forcément, chacun doit penser à l'autre de manière à ce que ça ait vraiment une unification totale et corporelle et aussi de l'esprit. Ebn Khatsufa, c'est quoi? C'est lorsque la femme, elle demande grossièrement à son mari d'être avec elle. Ça aussi, c'est pas bien. Il y en a qui disent Ibn Yeshena, c'est le mari ne veut pas être avec sa femme lorsque la femme est en train de dormir. D'accord, il faut aussi respecter par rapport à ce niveau-là. Ok, dernier point, dans le diaporama, dernière page, c'est le Yan du Kadesh Atzmo. Alors, on a mentionné donc déjà l'harmonie qu'on doit avoir. On a mentionné la joie, la volonté qu'on a l'un pour l'autre. Ça, c'est très important. Je vais ouvrir une parenthèse, c'est que là, je n'ai pas apporté les halachot qui concernent comment faire l'action. C'est plus dans l'esprit qu'on a parlé, oui, l'esprit. Pourquoi je n'ai pas apporté les halachot? Parce que c'est vrai que c'est des halachot. Mais étant donné que c'est un sujet qui est tellement sensible que ces halachot, on ne peut pas les dire publiquement. C'est vraiment, on les dit en principe, quand on a un petit groupe, lorsqu'on sait avec qui on parle, etc. Mais de toute façon, chacun peut les trouver dans le Shulchan Aruch ou bien dans les écrits. Je suppose qu'ils doivent être traduits aussi en français. D'accord. Mais en tout cas, là, on a plus parlé, on va dire, de l'ambiance qui tourne autour de l'acte et surtout donc de la communication du respect et de la joie
qu'on doit voir l'un pour l'autre, tout en respectant l'autre, etc. Et tout en sachant que ça, c'est une mitzvah. Alors, quand on parle de mitzvah, on a dit que finalement, on a dit que, pour faire un rappel, on a dit qu'il y a plusieurs niveaux. On a le niveau 1 d'avoir des enfants, donc Zachar ben Keva. On avait, après Zachar ben Keva, qu'on a déjà un garçon et une fille, on avait l'obligation aussi de continuer à procréer. Ça, c'était une ordonnance des Chachamim, des sages. Mais on dit indépendamment de ça, on a aussi la mitzvah de Ona. À ce moment-là, on est en train de faire une mitzvah de la Torah, la rêve de Vonata Loigra, qu'une personne doit respecter donc, et de faire la Ona, ça veut dire avoir relation avec sa femme dans les accords, comme ça a été fixé selon dans la Torah. Alors, forcément, tout ça donc, nous pousse évidemment à faire l'acte avec une sensation de faire une mitzvah, parce que ce n'est pas qu'un acte corporel et c'est tout, un profit matériel. Il y a aussi une mitzvah. Mais le problème, c'est que pas toujours on est conscient de ça. Souvent, une personne, un couple sont ensemble, mais c'est plus pour. Évidemment, c'est des retrouvailles, c'est tout ce qui va avec, c'est le profit que chacun en tire, mais pas forcément qu'on met un accent sur la spiritualité de la chose. Et là, on va lire quelques lignes du Tanya. D'accord? Donc, le Tanya, là aussi, la traduction en français pour celui qui veut. Il y a marqué comme ça. Dans le Zohar Hadash, il est écrit c'est que l'essentiel, c'est qu'une personne se sanctifie au moment de la relation. D'accord? Ça veut dire quoi? Mishum she'ein lecha nefesh wachun shama, she'ein al nevush min nefesh atzmot aviv ve'imo. Vechol hamitzvot she'oseh, akol al yedei oto levush. Ça veut dire que lorsqu'une âme descend sur terre, elle descend avec des levushim. C'est on va dire des vêtements spirituels qui entourent la personne, à travers quoi la personne peut s'exprimer, peut faire ce qu'elle fait dans ce monde-là. Mais ces levushim-là sont constitués en vérité on va dire, sont à un niveau de pureté en fonction des pensées que les parents ont eues durant la relation. Si les parents ont une bonne pensée durant la relation, alors automatiquement, l'enfant aussi aura des beaux levushim. Si ils ont des pensées animales, alors aussi l'enfant aura des vêtements un peu moins jolis. D'accord? Mais le problème, c'est quoi? Et ces vêtements spirituels, c'est ça qui va permettre à l'enfant de se développer sur Terre, d'avoir une influence, de vivre sa vie en bas sur Terre. Ça va dépendre des levushim que les parents ont. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est important c'est vrai que c'est important, donc évidemment, comme on l'a dit, de se réjouir, parce qu'aussi la simcha de la mitzvah, le profit fait aussi partie de la mitzvah, étant donné que c'est la simcha, c'est la joie qu'on a dans la mitzvah, mais il y a aussi, on veut mettre aussi un accent sur le côté spirituel. Et c'est pour ça que lorsqu'une personne est avec sa femme, avec son mari, les deux ensemble, et pense, c'est-à-dire c'est vrai qu'ils ont un profit, mais au bout d'un moment, il se met dans la tête d'aussi penser que là, on est en train de faire une mitzvah. Là, on est en train de faire une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonnée. Et aussi, on peut aussi prier à ce moment-là, de dire qu'on peut demander à Akadosh Baruch Hu qu'il nous envoie une neshama. Et même si une neshama ne pas s'habiller dans un corps, peut-être qu'il n'y aura pas d'enfant qui va naître de cette relation, mais chaque relation est une âme qui descend sur terre, même si elle ne s'habille pas dans un corps. Et donc, forcément, on prie à Dieu que c'est une âme qui sera pure, une âme qui va éclairer le monde, une âme qui va éclairer le monde de Torah, de Mizot, etc. Et c'est pour ça que le Tanya nous dit, donc l'Admorazaka nous dit, qu'il y a des fois des grands tzadikim qui ont des enfants pas extraordinaires. Et des fois, on a des gens très, très, très simples qui ont des enfants tzadikim. Comment c'est possible? Parce que tout dépend de la pensée des parents. Si même peut-être c'est une personne simple, mais il a fait ça avec tout son cœur, il était vraiment dedans, il a pensé de se sanctifier, il a pensé de faire ça pour la bonne raison, alors à ce moment-là, forcément, il y a donc cette doucha, cette sainteté qui va imprégner donc, les vêtements de l'enfant lorsqu'il va descendre, et automatiquement, il aura des vêtements sains et purs. Alors, celui qui, si vous voulez, vous pouvez poser vos questions sur le chat comme d'habitude. Et juste pour dire que, évidemment, ça c'était juste un échantillon de tout ce qui est écrit par rapport à cette mitzvah-là, que c'est vraiment une très, très grande mitzvah concrètement. Et donc, si vous serez intéressé, évidemment, de reparler, vous pouvez ensuite me contacter directement sur le téléphone par WhatsApp. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment, il y a énormément d'écrits dessus. Et c'est donc, évidemment, tout le monde est invité à faire ses recherches et à pouvoir apprendre ça en long et en large. Ok, donc Bezrat Hashem, donc on dit Shavua Tov. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on parlera, si Dieu veut, donc de la naissance, de la grossesse, la naissance. Quelles sont les sgoulottes pour tomber enceinte? Quelles sont les conduites à adopter donc, durant la grossesse? Et Bezrat Hashem aussi, donc c'est la grossesse, mais c'est aussi l'accouchement, tout ce qui part autour de l'accouchement et donc toutes les choses qu'on doit savoir.
par rapport à Shabbat, quand sortir, quand est-ce que la femme devient nida, toutes les différentes situations qu'on a dans l'accouchement, est-ce qu'on peut précipiter un accouchement, etc. D'accord, donc on souhaite à tout le monde entre-temps Shavua Tov, de bonnes nouvelles, et une grande atzlacha.